Merci pour cette invitation. Je suis ravi de revoir des têtes que je n'ai pas vues depuis quelques années, depuis que j'ai quitté le comité scientifique du réseau. Voilà, ravi que ça dure dans le temps. Cette présentation, elle est orientée pour mettre en perspective le phénomène sismique sous l'angle du risque et de sa gestion. Clairement, il y a pas mal de choses que vous connaissez déjà sûrement par cœur. Je passerai vite, notamment sur le côté phénoménologie. Je me suis permis de laisser quand même les slides, même si certaines seront balayées rapidement, euh, parce que ça peut aussi être voilà, si ça peut vous donner des idées de comment le présenter de manière parfois un peu différente. Voilà en quelques mots. Donc moi, au BRGM, je travaille essentiellement sur la problématique de la gestion de crise. Je suis responsable scientifique au BRGM voilà, de la composante gestion de crise. Donc pas sur le versant instrumental, pas sur la mesure des séismes, mais bien sur son versant risque. Donc mon propos, c'était tout d'abord en introduction, mais de bien réintroduire ce qu'est le risque. Le risque étant la composante et la combinaison entre d'une part un aléa, ici le séisme, donc un phénomène naturel, avec des enjeux qui sont exposés. Ce transparent-là qui présente de manière très schématique les deux composantes du risque, donc comme je le disais, l'aléa d'une part, la vulnérabilité de l'autre. Et donc le risque est vraiment à la conjonction des deux, sachant que la notion d'aléa, de phénomène, d'enjeu exposé peut être multiple. La plupart du temps, on va considérer des populations, des bâtiments, des infrastructures, mais on peut également considérer qu'il y a des enjeux patrimoniaux qui sont liés à l'environnement, qui sont liés à des enjeux économiques, etc. etc. Et donc la première composante, effectivement, c'est l'aléa, donc c'est au plus proche de ce que vous connaissez, de ce que vous manipulez, qui est autour vraiment du phénomène de séisme. Donc je ne vais pas vous faire l'affront de détailler cette slide, autour des grands mécanismes de rupture. Donc ça, je vais passer vite, juste pour dire qu'effectivement, le risque sismique, on l'entend la plupart du temps, et au BRGM, c'est là-dessus qu'on travaille essentiellement, sur cette dimension tectonique, des séismes dits tectoniques, par opposition à des séismes qui peuvent avoir d'autres déclencheurs, tels que les séismes d'origine volcanique ou les séismes dits induits par les activités humaines. Ce qui est intéressant, c'est que la notion de cycle sismique qui introduit le fait qu'effectivement ces chargements le long d'une faille, puis la rupture brutale qui est un séisme, s'inscrit dans une reproduction, dans une cyclicité, et ce qui introduit la notion donc de récurrence et donc de période de retour, ce qui permet derrière d'aller quantifier l'aléa sismique sur une zone donnée. Ce que je trouve intéressant sur la partie, là encore, plutôt sismologie instrumentale, souvent c'est quand même, là c'était une petite illustration qui commence à dater, c'était fourni par les CEA, mais où on voit des stations sismiques un peu partout en France s'éclairer au passage d'une onde sismique. Là, c'est lié à un téléséisme, donc un séisme qui a lieu à grande distance, mais ce qui illustre le fait que le séisme est un risque associé à une cinétique extrêmement rapide. Et ça, c'est quelque chose, d'un point de vue de la gestion du risque, qui est particulièrement notable, parce que d'une part, à la différence de beaucoup d'autres phénomènes, c'est un risque que vous le savez bien, qui est imprévisible. Donc pas de précurseur de manière fiable et reproductible. Donc c'est un phénomène qui surprend. Donc en termes de gestion opérationnelle, en tout cas en termes de gestion de crise, on n'est que dans la réaction. Et par ailleurs, c'est très rapide. Donc une fois que l'onde sismique est là, voilà, il n'y a plus rien à faire. Elle est là, le train d'onde passe, plus ou moins sur des durées plus ou moins longues selon là où on se trouve par rapport à l'épicentre, mais en tout cas, ça laisse très peu d'action et de latitude d'action autour de l'événement. Toujours sur les généralités que vous connaissez par cœur, mais néanmoins qui me semblent être des points très importants sur lesquels insister.
quand on parle de risque d'une part, quand on parle à des élèves de l'autre, c'est cette différence entre magnitude et intensité qui sont des points qui sont souvent mal compris dans la presse, où il y a souvent un grand mélange. Euh, et moi, je le vois, même les acteurs plus opérationnels, les préfectures, les pompiers, ont du mal à l'appréhender. Donc, d'une part, la magnitude, qui est quand même un paramètre extrêmement intéressant à expliciter, d'une part en ce qu'il représente, donc l'énergie libérée par le séisme, donc par nature unique, euh, mais unique, mais qui n'est pas observé directement, c'est calculé. Donc bien sûr, selon, c'est un peu comme les nombres de manifestations de manifestants dans une manifestation, selon que c'est la police ou les organisateurs qui comptent, et ben on n'arrive pas au même chiffre, mais pour autant, le paramètre lui-même, lui, est unique. Et puis, c'est ce côté échelle ouverte et logarithmique, qui c'est en général là où on perd tout le monde, hein, mais néanmoins très intéressant, notamment cet aspect logarithmique qui fait que quand on passe d'un échelon à un autre, l'énergie est dissipée et grosso modo multipliée par un facteur 30. Et ça, je pense que c'est essentiel pour aborder la notion de risque de manière de la mettre au bon niveau, de se rendre compte qu'effectivement, quand on parle d'un magnitude de 6 en France métropolitaine tous les 100 ans, typiquement le séisme de Lambesc en 1909, eh ben, c'est 30 fois moins puissant qu'un séisme magnitude 7 dont on peut entendre parler en Asie du Sud-Est, 900 fois moins puissant qu'un magnitude 8, etc., etc. Ça permet, je pense, quand même de remettre un petit peu les choses à leur juste niveau et de mesurer finalement l'ampleur exceptionnelle de certains séismes internationaux, par exemple le séisme de Tohoku, magnitude 9 en 2011 au Japon. De la même manière qu'il y a ces effets d'échelle sur la magnitude, on retrouve ces effets d'échelle sur les différents paramètres. Donc l'énergie, effectivement, on saute chaque fois, on multiplie par 30 l'énergie, mais la durée de la secousse elle-même, de la rupture le long de la faille elle-même va augmenter de manière très importante selon la magnitude et donc la taille de la faille qui va casser. Une rupture presque instantanée pour un magnitude 4, jusqu'à des ruptures qui prennent plusieurs minutes pour les séismes les plus importants. De même pour la longueur de faille impliquée. Donc ça veut dire aussi, je trouve ça intéressant, parce que souvent on représente sur une carte un séisme comme étant un petit triangle là, ou une petite étoile, donc comme si c'était un point. On voit bien que quand on regarde la magnitude 9 qui ronde sur des centaines de kilomètres de longueur, cette notion du point source mis sur une carte, et même la notion de localisation par triangulation, on voit bien qu'elle a ses limites, en tout cas de la manière dont se représente le phénomène. Et puis donc d'autre part, on a l'intensité de la secousse. L'intensité de la secousse, moi j'utilise souvent l'analogie avec le son, hein. Donc la magnitude, c'est un peu le volume à la source, donc devant les baffes quand on met de la musique, et puis l'intensité c'est sonore pour ça dépend là où on se trouve, on l'entendra plus ou moins fort avec des effets de résonance quand on est dans un angle d'une pièce, etc. Et ben, l'intensité macrosismique c'est pareil, elle vient finalement me qualifier en tout point du territoire la sérialité de la secousse. Elle dépend donc du lieu d'observation et elle est décrite sur une échelle qui elle est fermée d'un minimum défini par l'intensité 1, donc tout juste mesurable par des appareils sismologiques, jusqu'à une intensité 12 où c'est le maximum imaginable. Donc même les bâtiments parasismiques sont à terre, on peut avoir des changements de paysage. En termes de risque, ce qui est les notions importantes, alors derrière les termes de foyer d'épicentre, c'est aussi cette notion des effets de site. Alors c'est vrai que je représentais avant l'intensité un petit peu sur l'image comme les cercles concentriques
dans l'eau quand on jette un caillou, eh bien, on a quand même cette idée que globalement, plus on s'éloigne de l'épicentre, moins l'intensité des secousses va être importante, elle va s'atténuer. Mais néanmoins, on a ces effets de site qui localement vont venir amplifier les secousses, soit à cause de configurations topographiques, où on va avoir des effets de résonance dans des collines, par exemple, ou des effets de résonance liés à la géologie superficielle et notamment aux formations. Et, et cela, c'est vraiment quelque chose qui est important pour vraiment prendre la mesure locale du risque sismique. Et puis, alors là, je suis très embêté du coup par cette slide qui voulait être animée, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que donc on a finalement une relative rareté des séismes du fait que les périodes de retour sont importantes, qui sont en France métropolitaine, pour avoir un séisme destructeur à un endroit donné, on peut avoir un siècle, plusieurs siècles à certains endroits, entre chaque occurrence de séisme. Ce qui fait qu'effectivement, pour l'appropriation, pour la culture du risque, c'est très difficile à conserver parce qu'on oublie. Et puis, on a des effets de mémoire qui sont aussi un peu parfois des vers déformants. Typiquement, alors là, j'ai représenté les effets de deux séismes en termes d'intensité. Donc, c'est ce qu'on appelle les isoséistes. Alors là, ça se surimpose, j'en suis bien désolé, mais en bas à gauche, vous avez des petits cercles du rouge jusqu'au vert qui définissent l'impact, la répartition de l'intensité du séisme de 1967 à Arrête. Qui est un séisme notable. Hein. Il y a une petite photo à l'image des effets à l'épicentre, donc la destruction totale de bâtiments. Donc c'est un séisme important et qui marque encore les mémoires des habitants dans une grande partie du massif pyrénéen. Mais par contre, ce qui occulte complètement un autre précédent historique, qui est le séisme de 1660 vers Bernières de Bigorre, qui, si on prend la même échelle de représentation en termes d'intensité, on voit bien qu'elle, ce séisme-là, a un impact sur tout le quart sud-est de la France. Et si on considère que à partir de la couleur jaune d'une intensité 6, on peut avoir des chutes de cheminées, là où pour le séisme d'Arrête, ça a impacté une zone relativement réduite, je dis bien relativement, là, on peut avoir des chutes de cheminées sur tout le quart sud-est de la France. On peut avoir des problématiques de bâtiments devant être évacués sur une zone géographique encore très étendue. Et là, on arrive finalement à des impensés en termes de gestion du risque, c'est qu'on arrive face à des événements qui sont d'une telle ampleur que ça met en défaut toute la chaîne d'organisation des secours, de la prise en charge des sinistrés, etc., etc. Alors, d'un point de vue du risque, ce qui est intéressant aussi, c'est cette notion de réplique. Alors là, c'était sur la séquence sismique dite de Christchurch en Nouvelle-Zélande, les années 2010-2014. Ça illustre qu'il y a eu des chocs principaux, puis beaucoup de répliques. Et ça, en termes de gestion du risque, c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Mais qui dit réplique dit également potentiellement choc précurseur. Et ça, c'est difficile à faire comprendre quand on parle de dire que un choc précurseur, en fait, on ne peut le qualifier de précurseur qu'après coup. Ce n'est qu'après coup qu'on peut dire ah tiens, ce séisme-là, visiblement, venait annoncer une déstabilisation plus grande. C'était comme un premier choc qui a initié une déstabilisation de la faille qui a donné lieu au choc principal par la suite. Donc, bien qu'on parle de choc précurseur, ce n'est pas un précurseur en tant que tel au moment où il arrive, parce qu'on n'est pas en mesure de dire si il sera suivi ou non d'un séisme plus important. En revanche, le phénomène de réplique, lui, est plus facile à décrire, puisqu'effectivement, il y a cette tendance, quand on a une faille qui s'est déstabilisée, qu'on a une rupture, avant de retrouver un état stable, il va falloir tâtonner. La faille va prendre un peu du temps avant de se rebloquer pour repartir sur un cycle de plusieurs décennies, de plusieurs siècles selon les endroits. Et donc, c'est tous ces petits chocs, tous ces petits essais pour retrouver un état stable qui donnent lieu à toutes ces répliques. Mais en termes de gestion du risque, des répliques, ça veut dire
notamment un risque de surendommagement de bâtiments déjà très fragilisés par le choc principal. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très à risque, notamment pour les secours qui interviennent dans ces bâtiments pour chercher des victimes et qui parfois sont pris au piège en cas de réplique d'effondrement additionnel. En termes d'aléas et derrière de gestion du risque, on distingue également, et c'est important, d'une part les effets dits directs liés vraiment au phénomène sismique, donc c'est les effets dits vibratoires, donc les secousses, la mise en mouvement des bâtiments, et également dans certains cas, ce qu'on appelle la rupture en surface, c'est quand la faille et sa rupture va se propager jusqu'en surface, donc on va avoir des effets différentiels. En bas à droite, on voit des effets verticaux sur une piste d'athlétisme. C'est souvent ce qui est très visuel, c'est également quand on a des formations de voies de chemin de fer. Mais ça, c'est vraiment pour des séismes importants. En France ou sur des zones à sismicité modérée, la plupart du temps, ces mouvements de faille sont atténués en profondeur et n'atteignent pas la surface. Je le dis bien la plupart du temps. Donc ça, c'est pas systématique. Et puis après, donc on a ces effets directs, et puis on a les effets dits indirects ou induits, qui est que ces effets vibratoires, la vibration va engendrer d'autres phénomènes. Alors, les plus usuels, ça va être d'une part les mouvements de terrain. En zone montagneuse, ça peut être très important, et parfois il peut y avoir des centaines, des milliers de mouvements de terrain qui partent et qui vont venir vraiment poser des difficultés pour accéder aux zones sinistrées. Donc, par exemple, on a des grands mouvements là d'ensemble en bas à droite, enfin au milieu au Japon, là, des grands glissements. Donc, quand on dit mouvement de terrain, ça peut être des glissements de terrain, ça peut être des chutes de blocs. On a la liquéfaction des sols. Donc ça, c'est quand on a notamment des sols sableux qui sont saturés en eau. En fait, c'est le phénomène de sable mouvant, quoi, hein. C'est-à-dire qu'en temps normal, c'est à peu près stable. Et puis quand on met une sollicitation, quand on bouge ce matériel, ces sables gorgés d'eau, eh bien, ils vont perdre toute cohérence. Et en fait, les bâtiments, d'un seul coup, ça va être pour eux comme s'ils étaient sur des liquides. Et ils vont, donc, les fondations ne vont plus porter le bâtiment et les bâtiments vont pouvoir complètement glisser sur eux-mêmes. Donc c'est la deuxième photo en partant du bas, là c'était en Turquie, ou alors ça peut être sur des quais là d'un port, là c'était à Haïti, hein, à Port-au-Prince, en 2010, des quais qui s'affaissent complètement. Et là, j'ai pas illustré, donc on a aussi des tsunamis, bien sûr, hein, qui sont pas forcément induits par des séismes, mais en grande partie, très souvent induits par les séismes. On peut avoir dans les zones de haute montagne des avalanches, des chutes de glaciers. Voilà. Donc, pas mal de phénomènes qui peuvent être induits par les séismes. Et puis, à défaut, alors je suis désolé, se surimpose deux cartes d'aléas. Alors, du coup, je vous mets là, il y a à droite à l'échelle européenne, pan-européenne, et puis à gauche le zonage d'aléas officiel de la France. Qui permettent, c'est une forme, c'est sûrement un peu abusive, hein, mais c'est la forme de prévision qu'on a des séismes aux échelles auxquelles ce phénomène se manifeste. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui en fait est l'accumulation de contraintes sur des failles, sur des dizaines, centaines parfois de kilomètres carrés, pendant des dizaines, des centaines, voire des milliers d'années. Et ben oui, la prévision finalement de ces phénomènes aux échelles où ils ont lieu se fait également à des échelles de temps long. Donc ici, l'aléa est caractérisée en fait avec des périodes de retour de 475 ans, donc des périodes de retour importantes, mais c'est une forme de prévision pour dire oui, sur ces zones-là, il y a plus ou moins de probabilité d'avoir un séisme important à un horizon temporel donné. Alors en France métropolitaine, on voit qu'effectivement les zones les plus sujettes au séisme, là où l'aléa est le plus fort, c'est notamment les zones montagneuses. Mais néanmoins, ne pas oublier que, alors, deux choses. D'une part, que la zone la plus sismique en France n'est pas en France métropolitaine, mais dans les Antilles. Et puis d'autre part, que des séismes peuvent survenir même en dehors des zones les plus sismiques,
par exemple, les 2 derniers séismes destructeurs en France, hein, en 2019, au Teil. Donc là, en Ardèche, on voit bien que c'est pas une zone rouge, on est en zone de sismicité modérée, à cheval avec la zone de sismicité faible. Et puis le dernier, en 2023, séisme de la Laigne, Marais-Poitevin, on est en zone de sismicité modérée. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est en dehors des zones rouges que le risque est nul. Loin s'en faut. Et donc ça, c'était pour le côté aléa, donc la phénoménologie. Puis derrière, il y a des enjeux qui sont exposés. C'est la vulnérabilité de ces enjeux qui va venir décider si un bâtiment, oui ou non, résiste à un séisme. Parce que contrairement à un certain nombre de risques naturels, le risque sismique n'existe en grande partie que parce qu'on a des bâtiments. Voilà. Les animaux sont beaucoup moins exposés au risque sismique parce que, notamment quand ils sont dans leur environnement naturel, parce que rien ne s'effondre, à part effectivement quelques cas ou des effets induits avec des mouvements de terrain. Et donc, ce qui va conditionner le risque, c'est la résistance de nos bâtiments, de nos infrastructures aux secousses sismiques. Ce qui est intéressant, c'est que tous les bâtiments ne vont pas se comporter pareil d'un séisme à l'autre. Typiquement, on a une tendance à avoir des bâtiments de grande hauteur qui sont plus sensibles aux longues, aux secousses sismiques basse fréquence, donc plutôt liées à des séismes plus lointains, alors qu'au contraire, les bâtiments bas vont rentrer en résonance plutôt avec des vibrations haute fréquence, donc plutôt liées à des événements très proches. Donc, ce qui fait que selon là où eut lieu le séisme, c'est plutôt tel ou tel type de bâtiments qui vont avoir du mal à résister aux secousses. Et puis après, vont rentrer aussi en considération les modes constructifs. Selon, typiquement, la maçonnerie traditionnelle a tendance à très mal se comporter au séisme. Le béton, ça dépend comment c'est fait. Au contraire, on a des structures avec des matériaux plus flexibles, tels que le bois, l'acier, qui, eux, par nature, ont tendance à mieux absorber les secousses sismiques. Ce qui nous amène à la notion de règle parasismique. Il est important de dire que le principe de construction parasismique n'est pas le même selon qu'on est en France métropolitaine ou qu'on est au Japon, par exemple. Donc, par exemple, la maison individuelle qui est schématisée là par un petit bâtiment est parasismique, mais n'a clairement pas le même niveau de performance parasismique qu'une tour en Asie du Sud-Est, comme on a à côté, avec des oscillateurs qui vont permettre d'amortir les secousses sismiques. Ce qui est commun, c'est des objectifs constructifs, architecturaux, etc., visant à avoir des objectifs de comportement vis-à-vis du séisme, et ces objectifs sont plus ou moins exigeants. Le premier, c'est de ne pas s'effondrer en cas de séisme. Donc, c'est de garantir la sécurité des occupants, quand leur permettre de sortir, sains et saufs, quand bien même il faille ensuite détruire le bâtiment parce qu'on ne peut pas le réhabiliter. Un niveau d'exigence supplémentaire, c'est de dire, même sous secousse sismique importante, on veut que le bâtiment reste fonctionnel, peut-être parce que, par exemple, une centrale nucléaire. Parce que l'enjeu est tel, parce que les risques induits par une défaillance seraient tels, qu'on ne peut pas accepter une défaillance du bâtiment. Et ça amène 5 grands principes de la construction parasismique. D'abord, choisir un site d'implantation propice, donc par exemple peu susceptible aux effets de site, peu susceptible aux effets induits, si possible sur un terrain plat plutôt qu'un terrain qui présente une forte déclivité. Après, c'est les conceptions architecturales, donc j'y viendrai ensuite, mais de choisir des plans qui soient plutôt propices à bien se comporter en cas de séisme. Respect de règles de construction parasismique, bien sûr. La qualité de l'exécution, c'est pas parce que en principe tout va bien que le bâtiment va bien se comporter en cas de séisme. Il faut choisir des bonnes qualités des bétons notamment, des armatures, etc. Et puis derrière, de maintenir le bâtiment, de l'entretenir
un bon bâtiment parasismique un jour ne l'est pas forcément toujours. Par exemple, aux Antilles, là où on a un climat qui est finalement très exigeant pour les constructions, le béton peut se dégrader très rapidement, les ossatures métalliques peuvent rouiller, etc. Ce qui fait qu'en quelques dizaines d'années, on peut avoir un bâtiment qui n'est plus résistant au séisme. Quelques mots très rapidement, je vois l'heure qui passe, autour des dispositifs parasismiques. Globalement, d'un point de vue des facteurs aggravants, c'est que on essaye d'avoir des formes aussi régulières que possible en plan, c'est-à-dire vues par-dessus. Et typiquement, on essaye d'avoir des carrés ou des rectangles. Donc à gauche, par exemple, on a un carré vide à l'intérieur. Et là, on voit qu'au niveau des angles, notamment, on peut avoir des effets de rotation qui fait qu'il y a des fractures. Dans ces cas-là, on va privilégier ce qui est la figure qui est juste à côté, qui est de découper la structure en carré et en rectangle grâce à des joints parasismiques, qui fait que chaque unité va pouvoir vibrer de manière indépendante. Et là, ça va beaucoup mieux se comporter. Et puis en élévation aussi on va essayer d'éviter d'avoir des formes en L, des formes en U, là où finalement il va y avoir une concentration de contrainte. Et puis dernier point, c'est la figure tout à droite, en bas à droite. Quelque chose qu'on rencontre souvent, c'est des étages dits transparents. Donc c'est les rez-de-chaussée par exemple qui sont occupés par des commerces. Donc on met des vitres, des parois vitrées, alors que dans les étages, les murs de remplissage sont en briques. Et là, on va avoir une rigidité très faible en bas qui fait qu'il va y avoir une concentration des contraintes et qu'on peut avoir un effondrement total de ces étages dits transparents. J'en ai presque fini. Peut-être juste rajouter également que, et notamment dans les zones à sismicité modérée telles que la France métropolitaine, oui, il faut jouer sur la réduction de la vulnérabilité structurelle, donc c'est-à-dire le risque que la structure du bâtiment elle-même ne pose souci, donc pour pas qu'un bâtiment s'effondre. Mais il y a également tout ce qui n'est pas structurel. Et notamment, quand il y a un bâtiment, on peut avoir des victimes à cause de la chute de cheminée. C'est pas la structure. La chute de faux plafond, la chute d'éléments de façade. Notamment, il y a un certain nombre d'immeubles qui ont des éléments de décoration en façade qui sont des éléments préfabriqués en béton. Si ça tombe, le bâtiment, lui, est intègre et on peut continuer à l'occuper, mais enfin, il fallait pas être sous le voile béton qui est tombé. Et puis tout le contenu du bâtiment, notamment les meubles, une bibliothèque qui va tomber, ça peut être un chauffe-eau, etc. Donc voilà, et ça pour le coup, autant consolider un bâtiment dans sa structure, un bâtiment existant, c'est très difficile, autant finalement réduire la vulnérabilité non structurelle d'un bâtiment, c'est beaucoup plus facile. Typiquement, solidariser les étagères et les bibliothèques du mur pour pas qu'elles nous tombent dessus, c'est des actions qui sont très faciles à mettre en œuvre. Et puis j'en finirai par deux vulgarisations entre guillemets sur les séismes. Alors je fais mes pubs au passage, mais c'est pas l'objet, c'est juste pour mettre en avant que je pense qu'il est intéressant de parler du séisme sous différents angles. C'est ce que j'avais essayé de faire dans ce livre. Il existe pas mal d'autres choses. D'une part, de dire que le séisme, ce n'est pas qu'un risque. Ce n'est pas que quelque chose qui tue. Voilà, c'est aussi le signe d'une terre vivante. Et puis là, dans le livre, on parle de plein d'angles différents, également comment c'est traité dans la littérature, est-ce qu'il y a des séismes sur Mars, etc., etc. La vertu peut-être aussi de dire, d'avoir une tonalité un peu plus humoristique, donc notamment en passant par le dessin. Et puis, je vous annonçais que la semaine prochaine, on sort quelque chose qu'on a fait entre la FPCNT et le BRGM, une bande dessinée sur le séisme de Lambesc, qui demeure le dernier grand séisme meurtrier en France métropolitaine. Et on a essayé, tout en restant très fidèle, fidélité historique et scientifique au séisme lui-même, de mettre ça en récit avec une petite histoire dans la grande, voilà, pour permettre d'aborder la question de manière un peu plus ludique, parce que c'est vrai que la question des risques est souvent un petit peu, a parfois un effet repoussoir, et voilà. Et à la fin de ce livre,
on a notamment glissé un petit livret pédagogique entre guillemets pour expliquer des grandes notions autour du risque sismique. Et ça, on le lance la semaine prochaine. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Auclair. Ce que je vous propose donc, c'est qu'on prenne un petit temps pour des questions, si vous en avez. Alors, j'ai vu qu'il y a une question qui est passée dans le chat déjà, et puis sinon, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat, je pourrai les lire, ou bien à prendre la parole, peut-être voir si vous arrivez à lever la main ou si jamais on arrive à s'organiser comme ça. Alors, je peux commencer par en lisant une question de Nicolas Decroix. Est-ce que le Vieux-Nice est une importante zone à risque vu l'état des bâtiments probablement pas aux normes en fait? Alors, globalement, voilà, c'est quoi les ingrédients du risque? C'est un aléa important et une vulnérabilité importante. À l'échelle du territoire métropolitain, en tout cas, le littoral azuréen présente à la fois l'aléa le plus fort qu'on ait à l'échelle de la métropole et une concentration de population très importante. Donc voilà, là on a des ingrédients un des hotspots en termes de risque sismique en France métropolitaine. Et effectivement, si on zoome encore, le Vieux-Nice effectivement concentre du bâti historique, ancien, en maçonnerie non chaînée. Enfin, après, il y a certains bâtiments qui ont été confortés, hein, mais avec également, d'un point de vue architectural, on va dire des rues plus étroites, des bâtiments qui peuvent s'entrechoquer. Donc oui, on est sur une zone où effectivement le risque sismique est plus fort qu'ailleurs. Alors il y avait une autre question du coup également de Nicolas Decroix. Il indique donc il a eu une information comme quoi un séisme aurait lieu d'ici 2050 en Méditerranée à l'origine d'un probable tsunami. Alors, deux choses. Il y a le fait qu'il y ait un séisme, on va dire destructeur, d'ici 2050. Oui, enfin, si on regarde les choses en termes de récurrence des séismes et depuis combien de temps on n'en a pas eu, on peut estimer qu'il y a une probabilité relativement importante. Après, si on s'intéresse que au séisme qui est relié en mer et qui pourrait être tsunamigène, c'est-à-dire qui pourrait générer un tsunami, on réduit. Après, nous, le BRGM, on a conduit des études de modélisation de l'impact de plein de sources de tsunamis en Méditerranée, en termes de tsunami, en termes également pas que de vagues à la côte, mais de la manière dont ça peut rentrer dans les terres. Ce qui ressort quand même, c'est notamment Nice Matin aime bien quand il illustre ce genre de choses, mettre une vague qui est au-dessus d'une Negresco. Voilà, on est quand même sur un imaginaire qui dépasse de loin le type de tsunami qu'on attend, qui sont possibles sur la zone. On serait plutôt de vagues de 1 à 2 mètres en cas de conjonction de marée défavorable. Donc, on est vraiment sur un enjeu, un risque pour la frange littorale proche, mais pas, voilà, on n'est pas au Japon, hein. Ok. Bon, ouais, merci. Une nouvelle question qui vient d'arriver. On demande, donc Shfinda Dailouni, peut-on gérer les séismes d'origine volcanique comme ceux d'origine tectonique? Alors, oui et non. Autour de la mesure, il y a tout un pan qui est commun, hein, de sismologie. Encore que ces dernières années, on a découvert, notamment autour des édifices volcaniques, des typologies de séismes qui étaient mal détectées par les dispositifs usuels. Donc voilà, même en termes de surveillance, ça peut vouloir dire des instruments spécifiques. Après, gérer les séismes d'origine volcanique, quand on dit gérer un séisme, souvent c'est sous l'angle du risque, c'est ses effets potentiels. Il est relativement rare, ça arrive, mais il est relativement rare que des séismes d'origine volcanique soient destructeurs. Souvent, les séismes d'origine volcanique sont de magnitude modérée et peuvent effectivement, de manière très très locale, générer des dommages, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Pour autant, bon, on a des contre-exemples. Et puis si on pense à Mayotte, où un volcan est apparu
depuis 2018, on a eu notamment un séisme relativement important, le plus important connu sur la zone, et qui a fait des dommages légers néanmoins sur des bâtiments. Et à ce moment-là, d'ailleurs, on ne savait pas que c'était d'origine volcanique, et on a géré ce séisme comme si c'était un séisme effectivement d'origine tectonique. Ok, merci. On a une nouvelle question de Monsieur Decroix qui demande si l'impact du réchauffement climatique, notamment via la fracturation du sol, peut avoir un impact sur le mouvement des failles et sur les séismes. En fait, là, moi, je lis deux questions dans cette question. Il y a les impacts du réchauffement climatique d'une part, et puis il y a l'activité humaine de l'autre. Le réchauffement climatique, on n'a pas... alors, juste, comment dire, ça redevient un champ de recherche actif, mais il n'y a pas de tendance lourde à avoir une vraie tendance de premier ordre sur l'aléa à court terme. À long terme, effectivement, si on pense à des fontes typiquement de calottes glaciaires, là on va avoir un déchargement de masse énorme, par exemple Groenland, Antarctique, et là finalement ces masses énormes qui viennent s'en aller des continents, on a ce qu'on appelle un rebond isostatique, c'est-à-dire qu'on a la lithosphère qui va remonter par effet d'équilibrage, et là ça peut venir se manifester localement par un regain d'activité sismique, mais là on parle d'horizons à plusieurs milliers, dizaines de milliers d'années. En revanche, sur la fracturation des sols, donc plutôt l'activité humaine, tout ce qui est notamment injection de sol pour extraire des hydrocarbures, ça c'est connu, c'est connu pour être un moteur de sismicité. Dans certains cas, on peut avoir également l'activité géothermale, on peut avoir des grands barrages, mais notamment l'injection, vraiment la fracturation hydraulique, c'est connu notamment aux États-Unis. Ça, il y a quelques années, ils ont actualisé leur carte d'aléa et pour la première fois, ils y ont inclus de l'activité sismo-induite, donc induite par l'activité. Et là, c'était très clair. Autant avoir la causalité de dire tel séisme est lié à l'activité de tel grand barrage, la mise en eau, le lien de causalité n'est pas toujours facile à établir. Autant pour la fracturation hydraulique, on voit que quand il n'y a pas c'est des zones où on voit que quand il n'y a pas d'injection, il n'y a pas de séisme. Quand il y a de l'injection, il y a des séismes. Donc il y a vraiment un lien très direct. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des personnes peut-être qui voulaient poser des questions plutôt en allumant leur micro et donc qui n'ont pas encore fait les questions? Dans ce cas, je vous laisse le faire si vous voulez. Moi, j'ai une petite question aussi. Vous pourrez le faire du coup juste après si vous voulez. Moi, j'ai une petite question, c'est vous avez dit du coup que il était très difficile de modifier des bâtiments qui sont déjà construits pour les mettre, pour les améliorer du moins d'un point de vue des normes parasismiques et puis diminuer leur vulnérabilité. Très difficile, pas impossible. Donc on peut faire quand même des choses. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? En fait, la question c'est pas tant de la difficulté, c'est très cher. Voilà. Voilà. Enfin, on sait conforter. Mais ça a un coût. C'est clair. En gros, c'est beaucoup plus cher de conforter un bâtiment existant pour le mettre à un niveau de performance parasismique donné que de le prévoir dès la construction. C'est beaucoup plus cher. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait du stock de bâtiments existants, sachant que le renouvellement du bâti est très faible. On parle de à peu près d'1% par an. Et que notamment dans des pays avec une histoire pluriséculaire, on ne va pas s'amuser à détruire ce qui fait notre patrimoine. Et d'ailleurs, donc il y a la question du coût, et puis il y a la question dans certains cas que ça veut dire des étais, des renforcements métalliques. On ne sait pas toujours rendre ça très discret. Donc, quand il y a une valeur patrimoniale, ça peut aussi poser des questions. Mais la vraie question, c'est celle du coût. Notamment pour le bâti individuel, quand la valeur, le coût du confortement est comparable, voire supérieur au coût de la valeur du bien, est-ce que c'est raisonnable? Ok, bon, merci beaucoup. Je vois pas d'autres questions arriver, donc je vous propose qu'on passe à la présentation de Madame Guret. Merci beaucoup, Monsieur Auclair, pour votre présentation éclairante, très intéressante.